Première édition du journal de la semaine sur Télé 50. Merci de nous rester fidèles. Ouvrons ce journal avec les derniers hommages rendus à Louis Alphonse Koya Diallo, gouverneur de la province de l'Équateur, décédé la semaine dernière en Afrique du Sud. Exposé dans le hall du Palais du Peuple depuis dimanche, plusieurs personnalités politiques et membres de la famille lui ont rendu un hommage, dont le président de la République, Joseph Kabila. C'était cet avant-midi. Louis Alphonse Koya Diallo s'est rapporté en terre cet après-midi à la nécropole entre ciel et terre à Lansele. Cet homme d'État qui a brigué des hautes fonctions, tant dans la territoriale que dans le gouvernement, laisse la classe politique dans les mois, comme l'indiquent ces témoignages sur lui. Diallo, parce que je le connais en tant que gouverneur du Katanga, Chaban Somala, et moi j'étais PDG de la SNCZ. Alors nous avons travaillé ensemble, c'était un excellent gouverneur, très administratif, très social, pas conflictuel. Bref, c'est un des meilleurs gouverneurs que je connais dans ma vie. Nous nous sommes retrouvés l'un à côté de l'autre. Il fut mon adjoint et moi, j'étais gouverneur avec lui en Bujimaï. Et depuis lors, on est restés des amis. C'est le souvenir d'abord d'un grand frère et d'un homme d'État, d'un grand commis de l'État qui a travaillé pour la République et en qui toute la population de l'Équateur avait placé son espoir. Non seulement l'Équateur, mais c'est tout le pays. Vous savez que Louis Alphonse Koya Diallo, notre notable, c'était une grande personnalité politique. Et puis il a marqué sa présence en étant gouverneur de la province du Katanga et puis aussi il était vice-premier ministre. Donc c'est une grande perte pour nous, l'Équateur. Nous croyons qu'avec lui, l'Équateur va décoller, va connaître son développement durable, mais malheureusement, la nature en a décidé autrement. C'est quelqu'un qui était un homme extraordinaire, l'homme de dignité, l'homme de patience et de loyauté et surtout de fidélité envers l'autorité établie, envers le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Koya Diallo était une des 15 personnalités que les chefs cherchaient. Ouvrons le chapitre de la sécurité. Sachez qu'il n'y aura pas de sursis après le 2 janvier pour les FDLR récalcitrants au désarmement volontaire. La pression est donc maintenue contre les rebelles rwandais qui prennent leur temps pour rejoindre le camp de transit de Kisangani. La mobilisation des troupes de la brigade de la MONUSCO pourrait débuter déjà le 3 janvier 2015. Affirmation sur RFI du ministre angolais des Relations extérieures. L'Angola, vous le savez, c'est le pays qui préside la CIRGL. Détail avec Eric Lukoki. ONU, SADC, CIRGL ont tout embouché cette trompette depuis près de 6 mois. Les FDLR ont jusqu'au 2 janvier 2015 pour désarmer volontairement. Mais les rebelles hutus-rwandais ont tergiversé longtemps avant d'envoyer quasi symboliquement un premier contingent de quelques 160 combattants à Kisangani, lieu de leur relocalisation, alors que selon les chiffres de l'ONU, ils sont un peu plus de 1500 combattants à se cacher encore dans la forêt congolaise. Va-t-il y avoir, comme promis alors, des opérations militaires contre ces éléments réfractaires? Oui, il est prévu qu'à partir du 2 janvier ou le 3 au moins, l'on puisse avoir déjà la mobilisation de la brigade des Nations Unies. En attendant que le sommet se réalise éventuellement aux environs du 15 janvier, la brigade devrait initier l'opération militaire, naturellement avec l'armée congolaise, comme c'est prévu. Mais pourquoi mobilisation des troupes et non opération militaire proprement dite? Et pourquoi un sommet de la SADC à la mi-janvier relatif au désarmement forcé des FDLR? Y a-t-il des réticences parmi les États membres? Non, répond Georges Sikoti, qui précise. Le mandat n'appartient pas au pays de la SADC. Le mandat est un mandat des Nations Unies. La résolution des Nations Unies est déjà claire sur la question. Les troupes ne sont pas aux mains des pays, elles sont aux mains des Nations Unies. Voilà qui semble être clair sur le sort prochain des combattants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda qui multiplient des conditions afin de retarder ou carrément de ne pas rejoindre Kisangani. Espère-t-il un léger glissement de l'ultimatum au-delà du fatidique 2 janvier? Sans doute.
À Beni, le dialogue social pour la paix et la sécurité s'est clôturé le week-end dernier. Un comité de suivi des recommandations a été mis en place à la fin de ces assises. Ce comité est composé des sénateurs, députés, notables et membres de la société civile. Ce comité a pour mission de tout mettre en œuvre pour que ces recommandations soient appliquées. Suivez. Un dialogue convoqué à un moment où le territoire de Beni fait face à une recrudescence de l'insécurité. Selon le bilan avancé par la société civile du Nord Kivu, près de 250 personnes y ont été tuées depuis le mois d'octobre dernier. Voilà qui a justifié la tenue de ce dialogue social convoqué par la société civile du Nord Kivu, au cours duquel les participants ont identifié les rebelles ougandais des ADF comme auteurs de ces massacres, désignant également certains membres des communautés locales comme des complices de ces tueries. Les problèmes ont été identifiés, les causes et les acteurs. Nous avons été avec les FARDC avec qui nous avons discuté. Nous avons été également avec la notabilité qui vient de dire certaines vérités. Dans leur déclaration finale, les participants recommandent au gouvernement congolais de démasquer les infiltrés au sein de l'armée, de réévaluer le processus DDR et invitent également la communauté internationale à enquêter sur les massacres des civils à Beni. Nous venons de mettre sur pied un comité de suivi qui va s'occuper de toutes les recommandations formulées à celui-ci ou à celui-là. Ces comités a son sein des sénateurs, des députés, des notables et nous-mêmes qui venons d'être désignés pour conduire la destinée de ces comités. Dans les rues de Beni, la population ne jure que sur la fin de l'insécurité dans ce territoire du Nord Kivu. Restons toujours dans cette partie du pays où le gouvernement central est au chevet des déplacés victimes des massacres en territoire de Beni. Un lot important de médicaments a été remis aux autorités politico-sanitaires locales. C'était en présence d'une délégation des députés nationaux élus du territoire. Quittant Beni pour Goma, toujours dans le Nord Kivu, pour parler de cette évasion de 13 détenus à la prison centrale de Munzese le week-end dernier. Selon les responsables de cette maison carcérale, les prisonniers auraient profité de l'arrivée des surveillants qui comptaient le nombre des pensionnaires. C'est ce que nous dit Nathalie Zaina dans ce retour sur les faits. Ils étaient au total 21 détenus qui ont tenté de quitter la prison centrale de Munzese dans la province du Nord Kivu. Les forces de l'ordre en ont rattrapé 8 en usant de leurs armes. Tout a commencé lorsque les surveillants sont arrivés pour compter le nombre de nouveaux pensionnaires, une situation que les détenus ont saisie pour ligoter ces agents de l'ordre et ensuite forcer la porte de la prison. Réussissant à casser la porte, ils se sont retrouvés face aux policiers qui n'ont pas réussi à contenir le groupe. 13 se sont échappés, 8 ont été récupérés. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, une évasion des détenus de cette prison était prévisible, car les prisonniers ne supportaient plus leur alimentation constituée de quelques grains de maïs mélangés avec de grains de haricots. À en croire la même source, depuis les débuts de cette année, 7 pensionnaires de la prison de Goma sont morts de malnutrition et de manque de médicaments. Rendons-nous en Tunisie. Les résultats officiels du deuxième tour de l'élection présidentielle qui a opposé dimanche le président sortant Moncef Marzouki à l'ancien Premier ministre Beji Caïd sont attendus. Ce lundi, pour le parti Nida Tounes, il annonce déjà justement la victoire de son candidat Beji Caïd sans préciser avec combien de points d'écart par rapport à son rival. Grâce à Salamo pour les précisions. Près de 5 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes dimanche pour élire leur président. Le deuxième tour de l'élection présidentielle qui a opposé le président sortant Moncef Marzouki à l'ancien premier ministre Beji Caïd était très attendu après la révolution et 23 ans de dictature sous Ben Ali. Alors que les résultats officiels pourraient être annoncés ce lundi, le favori de la présidentielle tunisienne Beji Caïd Essebsi a dès dimanche soir revendiqué la victoire. Mais le camp du chef de l'État sortant a immédiatement rejeté les propos de son adversaire, jugeant prématuré de dire qui était le vainqueur. Si le vainqueur n'est pas encore connu, la troisième place, elle, revient au vote blanc et à l'abstention. Selon l'instance électorale à la clôture des bureaux, le scrutin n'a pas mobilisé les foules, à peine 56% de participation. Un chiffre en légère baisse par rapport au premier tour. Mais d'après les observateurs indépendants, le vote s'est bien déroulé, comme pour les législatives en octobre et le premier tour de cette présidentielle. On se rend en Haïti. La ministre de la Santé a été nommée dimanche Premier ministre intérimaire.
Duperval Guillaume remplace Laurent Lamotte qui a démissionné il y a une semaine en raison de la pression populaire et internationale. Cette nomination est peut-être un premier pas pour éviter un blocage institutionnel. Gloria Mbouya. Médecin et haut fonctionnaire haïtien, c'est elle, la nouvelle locataire de la primature de Haïti, Florence Duperval Guillaume. Nommée par intérim dimanche par le président Michel Martelly, la nouvelle première ministre occupera son poste pendant 30 jours, comme le prévoit la Constitution, en attendant que l'Assemblée nationale présente au président la candidature d'un successeur permanent, selon le secrétaire général du Conseil des ministres, Enex Jean-Charles. Ministre de la Santé depuis le 18 octobre 2011, dans les gouvernements de Gary Coney et Laurent Lamotte, Duperval a supervisé à ce titre les efforts de son pays pour améliorer ses services de santé, notamment en construisant de nouveaux hôpitaux et en combattant le choléra et le sida. Elle remplace Laurent Lamotte, qui a démissionné il y a une semaine, pendant que le pays a été secoué ces dernières semaines par une multitude de manifestations antigouvernementales, demandant la démission de ce dernier, mais également du président en place, Michel Martelly. Les prestataires exigeaient aussi la tenue des élections. Le mandat du Parlement haïtien actuel prendra fin le 12 janvier 2015, mais le gouvernement de Michel Martelly a reporté les élections législatives et municipales qui étaient initialement prévues le 26 octobre, sans fixer la nouvelle date. Si des élections législatives ne sont pas organisées avant le 12 janvier, le travail parlementaire sera suspendu et le président Michel Martelly devra diriger le pays par décret. Mais l'opposition craint que la fin des activités parlementaires ne conduise Michel Martelly à gouverner par décret. Et en sport, nous avons choisi de parler du retour demain à Lubumbashi du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui est en même temps le président du tout-puissant Mazembe. Kadi Koulab nous a rejoint sur ce plateau pour en parler. Moïse Katumbi, gouverneur, mais aussi sportif, président du tout-puissant Mazembe. Je l'ai dit, son retour très attendu par la population du Katanga, mais également par les supporters du tout-puissant Mazembe. Exactement, Pati, absent du pays après 2 mois passés à l'extérieur du pays pour des raisons sanitaires. Le président du tout-puissant Mazembe et gouverneur de la province du Katanga va regagner la capitale cuprifère déjà demain mardi, et l'appel à la mobilisation est tous azimuts. Donc les appels fusent de partout pour soutenir, pour encourager le président du tout-puissant Mazembe. Son retour est annoncé, comme je l'ai dit tantôt, pour ce mardi, et sur place à Lubumbashi, il y a déjà de mobilisation. Ce retour met fin bien sûr à ce qui s'est raconté par rapport à cette absence prolongée, voilà, et aussi à son état de santé. Et donc la polémique est finie. Moïse Katumbi sera bel et bien à Lubumbashi et il va fêter avec les supporters de Corbeau de Lubumbashi. Et plus de détails nous aurons dans cet élément que nous propose notre correspondant sur place, José Mouyumba, qui nous donne les détails par rapport aux préparatifs du retour de Moïse Katumbi. José Mouyumba, que nous avons joint au téléphone. S'observe par-ci par-là dans la province du Katanga, principalement dans son chef-lieu Lubumbashi. Différents responsables de la place ne cessent de passer dans les chaînes de radio et télévisions locales pour appeler la population, toutes les couches confondues, à réserver un accueil digne au gouverneur Moïse Katumbi. C'est le cas du maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, qui a annoncé que l'avion transportant le chef de l'exécutif provincial se posera à l'aéroport de la Loano demain à partir de 9h, d'où il a invité ses administrés à se pointer tôt le matin sur le lieu pour témoigner leur attachement à Moïse Katumbi. Pour la circonstance, un comité dénommé de volontaires d'accueil est déjà mis sur pied. La responsable de ce comité a fait savoir que les bus seront disponibilisés dans toutes les communes en vue d'acheminer les Louchois et Louchois à l'aéroport Lubumbashi. José Mouyumba, Radio Télé 50. Voilà, fini donc la polémique autour du retour du gouverneur Moïse Katumbi. C'est donc confirmé pour mardi. Pour demain. Demain mardi 23 décembre à 9h déjà. Mobilisation tous les sportifs qui habitent Lubumbashi doivent se déplacer. Donc c'est le message qui a été lancé. Ils vont se déplacer pour l'aéroport de la Loano pour accueillir Moïse Katumbi. Voilà, on va changer de